Lao Tzu et le monde. Redécouvrir le Tao Te Ching avec Tu Qinggang. 道可道，非常道；名可名，非常名。无名，天地之始；道可道，非常道；名可名，非常名。天地之始，天地之始，万物之母。 Épisode 2. Agir par le non-agir. Aujourd'hui, nous allons aborder une notion essentielle dans la pensée de Lao Tzu, Wu Wei, communément traduit en français par non-agir, un terme très simple de premier abord, mais qui n'est pas si évident à comprendre. Le non-agir n'équivaut pas à ne rien faire, il s'agit plutôt de agir par le non-agir, comme c'est indiqué dans le titre de cet épisode. Je suis toujours avec le professeur Tu Qinggang. Bien, enchanté de reprendre notre émission. Dans Tao Te Ching, le non-agir apparaît à 12 reprises. J'en cite 5 sentences traduites par le père Junien. Celui qui se livre à l'étude augmente chaque jour. Celui qui se livre au Tao diminue chaque jour. Il diminue et diminue sans cesse jusqu'à ce qu'il soit arrivé au non-agir. Dès qu'il pratique le non-agir, il n'y a rien qui ne soit impossible. C'est toujours par non-agir que l'on devient maître de l'empire, gouverné par le non-agir. Le sage n'agit pas, il ne connaît pas d'échec. Le non-agir est donc une stratégie pour ne pas connaître d'échec, pour que rien ne soit impossible. Oui, chez Lao Tzu, le non-agir se conçoit d'abord comme un art de gouverner le pays. Conseil pragmatique qu'il accorde au roi des royaumes s'acharnant à s'emparer du territoire des autres pour devenir plus grand. C'est parce que Lao Tzu vivait à une époque où les populations souffraient de guerres et de conflits. Il s'agit également d'un art de vivre qui devient, avec le temps, une sagesse universelle. La terre tourne, la société avance sous la lumière et dans l'ombre, en proie à trop de turbulences et de frénésie. Les Français sont heureusement inspirés par la sagesse taoïste lorsqu'ils veulent s'orienter vers une nouvelle possibilité d'être. En 2002, la quinzaine littéraire a lancé un numéro spécial intitulé « Éloge de la paresse ». Le rédacteur en chef annonce et avertit dans l'éditorial « La paresse n'a pas toujours bonne réputation. Longtemps péché capital pour les uns, crime contre la société du travail pour les autres, elle demeure encore aujourd'hui une notion suspecte. On a réduit souvent un état de molle indifférence, voué à la volerie et à l'accablement. On se trompe. La paresse peut être joyeuse, contemplatif, contestataire. Elle bouscule la logique économique et le temps réglé de loisirs. Par inaction, elle vide, elle favorise la conquête de soi. Elle est à la fois un acte de résistance et la voie de la sagesse. Fin de citation. En répondant à cet appel, le philosophe français Rabouin a proposé la sagesse taoïste de non-agir. Je cite « Ne rien faire, évoluer au gré des courants, se laisser porter, plutôt encore, se laisser faire, revenir à cet état originel de flottement, nové au creux du ventre protecteur d'une mère nourricière, lâcher prise. » On trouve un éloge radical de inaction dans le Tao Te Ching. Fin de citation.
Mais est-ce que les Français, là, ils ont compris le non-agir par l'inaction? Est-ce qu'ils ont mal compris Lao Tzu? Oui et non. Si Lao Tzu est le premier à formuler le principe de non-agir, la sagesse de l'inaction est commune à tous sur notre globe. Presque à la même époque, Socrate s'assit au bord d'une petite rivière près d'Athènes. Il admire paisiblement le paysage, vante longuement le charme de l'ombre avant d'entamer un dialogue philosophique. Épicure mange, boit, philosophe, enseigne, s'amuse et s'accouble dans son fameux jardin. Il chante et célèbre à haute voix le plaisir et le bonheur. C'est vivre en grec. En français, oisiveté provient du latin otium, qui désigne le temps qui n'est pas consacré aux affaires commerciales ou politiques. Il ne renvoie en lui-même ni à une qualité ni à un défaut. Le terme doit s'appuyer sur d'autres mots pour devenir positif ou négatif. Et le mœurs lui trouve un bon compagnon. C'est otium negociosum, traduit en français par laborieuse paresse. Cette combinaison est hautement admirée par Cicéron et d'autres écrivains. Il peut être le temps de la lecture, de la méditation et de l'écriture, reflétant en partie la vie des Romains qui passent beaucoup de temps au théâtre. Alors cette laborieuse paresse revient donc à consacrer du temps pour cultiver son âme. Et dans ce sens, on peut dire que c'est une capacité requise pour les écrivains et les autres artistes. J'apprécie beaucoup ce commentaire. La vérité jaillit des dialogues. Les jours s'en vont dans l'alternance de repos et de labeur, mélangés de joie et de peine. Un siècle n'est qu'un clin d'œil, projeté par le temps cosmique. On arrive au bord du lac de Bienne, où Rousseau a écrit les rêveries du promeneur solitaire. L'auteur déclare joyeusement à la 5e promenade: quel était ce bonheur et en quoi consistait sa jouissance? Le précieux farniente fut la première et principale description de ces jouissances que je savourais dans toute sa douceur. Ce fut l'occasion délicieuse et nécessaire d'un homme qui s'est dévoué à l'oisiveté. Il reprend plus tard. L'oisiveté me suffit, et pourvu que je ne fasse rien, j'aimerais mieux rêver, réveiller qu'en songe. Chez Baudelaire, la paresse de non-agir rime avec ivresse, caresse, tendresse et promesse. Il chante dans les fleurs du mal. Une île paresseuse où la nature donne des arbres singuliers et des fruits savoureux. Une rivière calme porte l'indolent. Ô féconde paresse, infini bercement du plaisir embaumé. Paul Lafargue suit une autre voie. Gendre de Karl Marx, militant et écrivain lui-même, il est plus révolutionnaire que la Révolution. En 1848, alors que les prolétaires réclament le droit au travail, lui, quelques années plus tard, prône le droit à la paresse. Il clame tout haut: Travaillez, travaillez, prolétaires. Travaillez pour agrandir la fortune sociale et vos misères individuelles. Travaillez, travaillez, pour que, devenant plus pauvres, vous ayez plus de raisons de travailler et d'être misérables. Telle est la loi inexorable de la production capitaliste. Comme idéal, il propose
aux ouvriers de ne travailler que 3 heures par jour. Besogner davantage ne fera que renforcer l'exploitation capitaliste. C'est un non-agir politique. Lao Tzu pourrait bien porter un costume et une cravate rouge. Et travailler 3 heures par jour, c'est encore aujourd'hui malheureusement très très loin de notre réalité. Donc Paul Lafargue a été très avant-gardiste. Il a brandi le non-agir contre l'aliénation de l'homme dans la société moderne. Mais alors aujourd'hui, l'homme est de jour en jour devenu un vice sur la grosse machine de la société. Et celui qui ne travaille pas n'a pas de place dans ce monde. Magnifique ce que vous avez dit. L'évêque n'est pas fidèlement écouté ni suivi, parce qu'il touche à la pierre angulaire de l'édifice social fondé sur la morale chrétienne. C'est gagner son pain à la sueur de ce front. Et brise le bon sens petit bourgeois. Il faut bien travailler pour vivre. Le bonheur, c'est toujours d'agir, de faire preuve de bonne volonté, de se constituer en individu libre. Ni l'activité procure le bonheur, mais elle procure aussi l'ennui, comme s'exclame Julie dans la nouvelle Héloïse. Le bonheur m'ennuie. La société ne cessant d'aliéner l'homme. On ne peut imaginer une vie entièrement consacrée à ne rien faire. C'est une réalité, c'est une situation humaine. Il faut aussi le signaler. La paresse et l'oisiveté cultivées par le maître et les écrivains cités en haut ne font que frôler le non-agir. Elles n'atteignent pas encore la quintessence de la sagesse taoïste. Pour suivre le bon chemin, Rabouin conseille à ses compatriotes de se mettre à l'école du Bleu-Ruste. Il cite une belle scène dépeinte par Zhuangzi, penseur taoïste ayant vécu entre le 4e et le 3e siècle avant notre ère. Confucius admire les chutes de Luliang, si hautes et si puissantes que ni tortue ni crocodile ne pouvaient se maintenir à cet endroit. Voilà pourtant qu'il aperçoit un homme aux prises avec le courant. Aussitôt, il commande à ses disciples de longer la rive pour aller se porter à son secours. Mais déjà l'homme est sorti de l'eau et marche tranquillement sur la berge en chantant. Confucius l'attrapa et l'interrogea. « Je vous ai pris pour un revenant, mais de près, vous m'avez l'air bien vivant. Dites-moi, avez-vous des méthodes pour surnager ainsi ?»« Non, répondit l'homme, je n'en ai pas. Je suis parti du donné, j'ai développé un naturel, j'ai atteint la nécessité. Je me laisse happer par les tourbillons et remonter par le courant ascendant. Je suis le mouvement de l'eau sans agir pour mon propre compte. » Confucius poursuit ses questions. L'homme livra sa réponse. « Je suis né dans ces collines et je m'y suis senti comme chez moi. Voilà le donné. J'ai grandi dans l'eau et m'y suis peu à peu senti à l'aise. Voilà le naturel. J'ignore pourquoi j'agis comme je le fais. Voilà la nécessité. » Bon, cette fable que vous avez choisie pour nous est issue de Zhuangzi, un recueil d'essais philosophiques signé de Zhuangzhou, la deuxième figure du taoïsme après Lao Tzu. La traduction en français est signée de Jean-François Billeter, un sinologue suisse. Alors, quel est le message de cette histoire ? Vous avez bien signalé, parce que chez nous, Lao Tzu et Zhuangzi sont souvent mis ensemble. On les appelle Lao Zhuang
Pour mieux illustrer le principe d'agir par le non-agir, je cite encore une anecdote tirée de Zhuangzi. Un jour, Confucius rend visite à Lao Tzu pour se renseigner de rite. Celui-ci sort du bain, étendu, le cheveu épars et l'esprit confus. Craignant de le déranger dans ce moment d'évident relâchement, Maître Cron attend un instant hors de sa vue avant de lui demander « Je ne sais pas si je dois croire ce que j'ai vu. Tout à l'heure, vous étiez comme un arbre mort, comme si vous eussiez oublié les choses et quitté le monde humain. » Lao Tzu répond tout simplement « J'ai évolué à proximité du début des phénomènes. » Voilà le nœud de la sagesse. En état naturel, oublier les choses et le monde pour mieux s'en l'approcher. En d'autres circonstances, on dit aussi reculer pour avancer, s'abaisser pour mieux s'élever. Dans le chapitre 20 du Tao Te Ching, Lao Tzu déclare Je ressemble au nouveau-né qui n'a pas encore souri à sa mère. Je suis détaché de tout. On dirait que je ne sais pas où aller. Les hommes de la multitude ont du superflu. Moi seul, je suis comme un homme qui a tout perdu. Je suis un homme d'un esprit borné. Je suis dépourvu de connaissances. Les hommes de la multitude sont remplis de lumière. Moi seul, je suis plongé dans les ténèbres. Les hommes du monde sont doués de pénétration. Moi seul, j'ai l'esprit trouble et confus. Je suis vague comme la mer. Je flotte comme si je ne savais pas où m'arrêter. Les hommes du monde sont doués de pénétration. Moi seul, j'ai l'esprit trouble et confus. Cette phrase m'a marquée quand j'étais jeune. Je la trouvais très belle, sans en comprendre le sens. Est-ce qu'il s'agit de la sagesse de connaître ses limites? Il s'agit de la dialectique de Lao Tzu. Il n'est pas seulement philosophe, il est aussi écrivain. De sa lignée, on cite Montaigne en France, à ceci près que ce dernier aime davantage parler. J'avais dit dans un autre entretien que parmi les écrivains français, Henri Michaud est le plus doïste. Le deuxième, celui qui le suit de près à l'heure actuelle, doit être Philippe Delerme. En 1997, il a publié chez Gallimard un petit recueil de 94 pages, composé de 34 petits textes qui brodent sur le petit rien de la vie quotidienne. Je cite quelques dites. Un couteau dans la poche, aider à écorcer des petits pois, prendre un Bordeaux, le croissant du trottoir, l'odeur des baumes, la première gorgée de bière, dans un vieux train, la bicyclette et le vélo. Durant 5 ans, ce petit livre se classe premier dans les palmes des meilleures ventes. Ça devient un phénomène. On se demande d'où vient son énorme charme. J'essaie d'y apporter quelques réponses que j'espère pertinentes. Dans la perspective française, l'auteur qui adore Proust a raccourci aux bons endroits ses longues phrases tout en développant ses sensibilités et finesses. Il a grand mérite d'avoir privilégié un petit thème à la portée de tous et négligé par tous. En effet, 30 ans plus tôt, Francis Ponge avait accordé son attention aux petits objets du quotidien. Hutte, savon, cigarettes, pain, cajot. L'écrivain
Le poète cherche plutôt à prendre parti des choses pour corriger les visions trop humanistes. Il écrit sur un ton froid, neutre, aussi objectif que possible dans l'expression du poète. Delerme s'avère plus chaleureux et cordial, humble et bienveillant. Il réussit à rendre merveilleusement de petites sensations quotidiennes. Je vous invite à apprécier un paragraphe dédié à écorcer des petits pois. C'est facile d'écorcher les petits pois. Une pression du pouce sur la fente de la gousse et elle s'ouvre docile, offerte. Quelques-unes moins mûres sont plus réticentes. Une incision de l'ongle de l'index permet de déchirer le verre et de sentir la mouillure et la chair dense. Après, on fait glisser les boules d'un seul doigt. La dernière est si minuscule. Au cours d'une interview, le journaliste lui demande « Êtes-vous doïste ?» L'écrivain répond « Oui et non. » J'essaie de concrétiser ce oui. Pour être correct, je lis tout son recueil et en partie son deuxième livre de même inspiration, La sieste assassinée. Une voix plus assurée me rassure. Delerme est doïste sous 4 aspects. Premièrement, il cultive l'effacement. Demeurant dans un petit village de Normandie, il enseigne paisiblement la littérature, se rend rarement à Paris. Au plus fort de la célébrité, il refuse les journaux, revues et télévisions qui veulent l'interviewer. Deuxièmement, dans le petit rien, il veut dévoiler des paysages grandioses et de hautes vérités, appartenant au genre apprécié par Lao Tzu, qui sait bien voir dans le petit rien illumination et grandeur. Troisièmement, comme doïste, Delerme s'attache au primitif et au premier, considère l'essence et l'essentiel. Suivons un petit paragraphe de la première gorgée de bière. C'est la seule qui compte. Les autres, de plus en plus longues, de plus en plus anodines, ne donnent qu'un empattement tiédasse, une abondance gâcheuse. La première gorgée, ça commence bien avant la gorge. Sur les lèvres déjà, cet or mousseux, fraîcheur amplifiée, l'écume sur le palais bonheur. Tout le meilleur est pris. Pour éclairer le quatrième aspect, je m'appuie plus particulièrement sur Invité par surprise, un de ses textes le plus cité. Je cherche à illustrer heureux non-agir pratiqué par l'auteur, placé plus proche de Lao Tzu. Résumons d'abord. Un voisin passe chez son ami pour un petit renseignement qui, par surprise, l'invite à rester dîner à la fortune du beau. Le voisin s'en réjouit et se met à aider la maîtresse à éplucher les pommes de terre. Une conversation s'engage à 3. On se dit des choses plus naturelles, plus profondes. Le voisin se comporte comme chez lui, libre et léger. L'auteur décrit bien la motivation de l'invitation. Les quelques secondes où l'on sent que la proposition va venir sont délicieuses. C'est l'idée de prolonger un bon moment, bien sûr, mais celle aussi de bousculer le temps. La journée avait déjà été si prévisible, la soirée s'annonçait si sûre et programmée. Et puis voilà, en 2 secondes, c'est un grand coup de jeune. On peut changer le cours des choses. Lao Tzu nous confie que le temps fonctionne de lui-même, tout naturellement. Dans la vie pleine de contraintes, on doit aussi
de temps en temps, suivre le naturel, se laisser flotter. Delerme insiste à la fin du premier paragraphe. Bien sûr qu'on va se laisser faire. La suite de son récit explicite comment, contre les contraintes imposées par la politesse française, on sut le naturel de l'homme et de la vie. On ne va pas vous cantonner dans un fauteuil côté salon pour un apéritif en règle. Les déplacements sont plus limités. On accède aux recoins et aux placards. On feuillette un bouquin au hasard de la bibliothèque. Cette heureuse invitation fait un triste écho dans ma tête. Il y a 10 ans, j'étais professeur invité de l'université Porto III, où j'ai enseigné la poésie française durant un mois. C'était à la mi-novembre, 10 jours avant que je retourne chez moi. Tout était programmé, mais il faisait beau. Je voulais profiter du samedi pour inviter un collègue français à dîner. Il ouvrit son agenda, feuilleta et me répondit. Hélas, mes samedis sont remplis jusqu'à janvier de l'année prochaine. Nous avons dû nous contenter d'un petit café pendant le court laps de temps qu'il nous restait. Je me disais, la programmation peut ruiner une vie plus agréable. Alors, Delerme termine ainsi son récit. La vie ne bouge plus. Elle s'est laissée inviter par surprise. Le Clésio m'avait dit au cours d'une promenade à Paris, il faut haïr le trop rapide. À l'heure actuelle, la vie au ralenti, libre et légère, forme une bonne expression quotidienne de la sagesse d'agir par le non-agir. Elle réaliserait quelques rêves littéraires du XXe siècle. Le célèbre poète Roverdi s'était exclamé « J'ai tellement besoin de temps pour ne rien faire » et Romain Rolland de surenchérir. Le divin ne rien faire ou non fait tant de choses. En corrélation avec Delerme, la meilleure expression vient de Jules Barbier. Ah, qu'il est doux de ne rien faire quand tout s'agite autour de nous. Et qu'il est doux de parler de la poésie et de la philosophie quand tout s'agite autour de nous. Ainsi prend fin cet épisode. Dans le prochain épisode, on va parler du yin et du yang.